Bonjour, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo de pédagogie sur la réalité économique et la folie humaine qui amène les humains à se déconnecter tout simplement de la réalité. Alors on peut lire sur l'Argentine, comme quoi c'est un succès phénoménal, que c'est la fin du socialisme, regardez comment le capitalisme marche, et toute une propagande dégueulasse qui pue. Alors ça c'est mon jugement personnel, et je vais vous montrer à partir de quoi je juge, derrière quoi je m'abrite pour dire que cet homme politique est dégueulasse et ment à la sauce Sarkozy-Trump. Je pense que c'est les pires politiciens en fait parce qu'ils sont capables d'aller nous chercher sur les émotions, de nous vendre une saucisse et de faire complètement à l'envers une fois qu'ils sont au pouvoir. Donc devant vous, depuis que ce cher et tendre, ce, ce sauveur de l'Argentine est arrivé, nous avons la parité du peso argentin contre le dollar. Donc ça valait à peu près 1000 quand il a pris le pouvoir pour appliquer ça. C'est un économiste, je rappelle, c'est un économiste officiellement. Donc pour appliquer son génie économique, macroéconomique. Donc la parité valait 1000, donc aujourd'hui on vaut quasiment 1500. Voilà, donc l'Argentine a dévalué de 50% par rapport au dollar. C'est même pas la question du montant, parce qu'on sait qu'ils font n'importe quoi. C'est le fait que c'est permanent en fait, comme vous pouvez voir la courbe. Il y a quelques répits pendant quelques semaines, mais au final ça part toujours dans le même sens. Donc on n'est pas en train de parler d'un hasard, de la faute à pas de chance et des conneries habituelles. On est en train de parler d'un process répétitif, semaine après semaine, mois après mois. Donc le truc, c'est qu'on se retrouve avec un paquet d'humains qui pensent savoir ce qui se passe en Argentine via des statistiques. Il suffit de vivre en Amérique latine pendant 5 ans pour savoir que tout est faux. Ces pays sont... c'est une blague vivante. Et donc, voilà, des statistiques sont émises, c'est de la pure propagande. Donc actuellement, on a des statistiques sur l'inflation, sur le taux de pauvreté en Argentine, sur le PIB, sur le machin, sur le truc, tout ce que vous voulez, et tout va bien, et ça s'améliore, et regardez, c'est un génie. Ben, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que les spéculateurs sur le marché du Forex, là, et après je vais aller vous chercher, parce que je l'ai publié sur Twitter, sur les marchés obligataires, donc est-ce que vous pensez que ces gens-là qui spéculent du matin au soir sur les devises et sur les obligations d'État, les risques souverains, est-ce que vous pensez qu'ils sont beaucoup plus cons que vous et tous les abrutis de journalistes qui écrivent leur propagande sur ce qui se passe politiquement en Argentine? De mon point de vue, je préfère écouter ce que raconte la somme des spéculateurs du grand capital international sur le marché d'échange et sur le marché obligataire. Je préfère écouter leur message qu'écouter la connerie humaine. Parce que là, on en arrive à de la connerie humaine. Donc, comme vous voyez, c'est déjà balèze de faire dévaluer une monnaie de 50% par rapport au dollar sur une période aussi courte que 10 mois. Mais ce n'est pas fini. Donc, dans un tweet, sur Telegram partout, en fait, ils sont revenus sur le marché de la dette privée, sur le marché de la dette internationale, excusez-moi, sur le marché secondaire, je cherchais le mot. Et ils ont vendu pour 700 milliards de pesos en août 2025, donc c'était à 2 mois. Donc ils ont emprunté de l'argent auprès d'investisseurs et ils se sont engagés à payer en pesos 58% d'intérêt par an. Il faut savoir que l'inflation en pesos, c'est 36% par an. Ça veut dire qu'en taux réel, par an, les investisseurs ont exigé 22% de taux d'intérêt réel pour accepter de prêter quelques milliards. Donc je vous repose la question, et ça n'existe pas sur le marché de la dette souveraine, en taux réel, on est entre 0, par moment on est négatif en Suisse ou ailleurs, à aller plus 2 ou plus 3. Voilà, peut-être par moment en Russie, parce que c'est le bordel, on va aller chercher du plus 5 ou du plus 10, mais parce qu'il y a la guerre, parce que il y a les sanctions, voilà, c'est une situation artificielle. Et donc là, en Argentine, face à notre génie national local, comment dire, défendu par la presse mondiale et médias gauchos mondiaux, bah, eux, ils sont tellement forts qu'en fait, il faut quand même payer 22% intérêt. Donc je vous repose la question, si
Et en plus, on nous dit, voilà, il y a de la croissance maintenant. Le pays champion de la croissance depuis 30 ans, et alors ma source, c'est Merrill Lynch, qui suit ça de très près depuis 30 ans, et qui a toutes les stats, qui sont plus ou moins bidons, mais il y a un tel écart entre Panama, je crois qu'entre le Panama et le deuxième, qui doit être le Brésil de mémoire, et Costa Rica, voilà, je crois qu'il y a la moitié de PIB en plus, en croissance, entre Panama et leur deuxième et le troisième. Bref, cette année, depuis que le génie est arrivé au pouvoir, on se retrouve tout d'un coup au milieu de nulle part avec une croissance du PIB en Argentine qui dépasse tous les autres pays d'Amérique latine. C'est une blague, les gars. Il faut se réveiller. C'est une putain de blague. Ça n'existe pas. Sinon, les investisseurs obligataires, ils exigeraient pas en monnaie locale 22% d'intérêt réel par an. Voilà. Donc, je pense que je pense qu'il y a un choix à faire quand on vit dans ce bordel sur Terre, c'est de se demander qui on écoute et qui est la plus haute forme d'autorité dans cet océan de mensonges. Donc moi, de mon point de vue, c'est la résultante et la somme de la spéculation mondiale sur les devises et sur les marchés obligataires de la dette souveraine pour évaluer l'acte politique local de chaque pays. Je pense que c'est les gens qui risquent des milliards ou des dizaines de milliards, et ces mecs-là, ils sont payés pour pas perdre. Donc ces mecs-là, ils sont pas payés pour convaincre, ils sont pas payés pour propager des concepts, ils sont payés pour gagner de l'argent, et on peut pas gagner de l'argent en se trompant. Voilà, on n'a pas le droit à l'erreur, on peut pas. Donc il y a un moment, je sais pas ce qui se passe dans la tête des Français, tous ces fous furieux là qui sont en train de dire, enfin, en train d'écrire sur l'Argentine, parce que il y a peut-être des médias, ok, qui sont achetés, corrompus, bon, ok, pas de problème. Mais après, il y a tous les millions d'abrutis qui gobent des énormités et qui les propagent à leur tour. Je sais pas comment on peut arriver à faire confiance à un journaliste lambda qui est corrompu et payé pour raconter des conneries et ne pas se dire, tiens, je vais quand même aller vérifier dans quel sens sont les mecs de la finance. Bon, bah sur l'Argentine, hein, ils sont pas faux, les mecs. Hein. Je pense même qu'ils considèrent l'Argentine comme l'un des plus grands malades de la Terre, qui est directement, ils ont besoin de soins psychiatriques en Argentine, économiques, financiers, politiques, sociaux. C'est ce que pense en tout cas la finance, et je pense qu'elle est beaucoup plus crédible. Voilà. Donc je pense que ça devrait devenir un réflexe. Que pensent les financiers? Que pense le grand capital? C'est une obligation dans cet océan de mensonges. Donc après, on peut dupliquer sur la France. Donc ça, c'est le prix de l'argent à 20 ans en France. Donc on est passé de 0 quoi, en 5 ans à 4,11. Donc, et sur le 30 ans, pareil, on est en train de faire les nouveaux plus hauts actuellement. Donc la question qu'un Français doit se poser, au lieu de se demander si de repère il est conspirationniste, complotiste, est-ce qu'il est incompétent, ou alors est-ce qu'il dit la vérité, ou machin, et puis non, parce que BFM ils ont dit ça, et puis machin, et puis Charles Gave, et puis Trucmuche a dit ça, c'est pas un débat d'opinion. Est-ce que la France va mal ou pas, et quand est-ce que la France saute? Bah alors on sait que sur les horizons 20 ans et 30 ans obligataires, c'est simple, si vous me posez la question, je vous réponds, parce qu'on est à peu près tous d'accord. Enfin, la planète finance est d'accord, je vais m'exclure du débat, la planète finance est d'accord pour dire qu'à partir de 7% de taux d'intérêt, après ça dépend du niveau d'inflation, il faudrait recalculer pour donner en fonction du niveau d'inflation le taux d'intérêt réel à 20 ou 30 ans. Mais généralement, un pays qui commence à titiller les 7% d'intérêt par an sur l'échéance 20 ou 30 ans, c'est un pays qui va taper le mur. Voilà, donc là, on est à 4,11, on vient de 0, on a fait 60% du chemin. Donc, est-ce qu'on va sauter demain? Non, a priori, non. En France, il y a encore de la place pour continuer à vivoter. En 2030 ou en 2032, est-ce que la France va sauter si elle continue sur sa lancée actuelle? Bah, sur la dette souveraine, ça va taper le mur, oui. Ça semble, à horizon 5 ou 7 ans, vu à coup de 5 à 7% de déficit budgétaire par an, plus des débilités africaines. Il faut quand même comprendre qu'une partie de la richesse française repose sur le vol. Je l'ai écrit il y a 15 ans dans Édouard Wallis. En fait, il y a 15 ans est sorti un reportage qui s'appelait La Centrafrique, un truc comme ça, où on montrait que la franc-maçonnerie avait littéralement dépouillé l'Afrique depuis 1970 via Elf Aquitaine et les réseaux. Et on avait l'interview dans je ne sais plus quel pays qui fournissait un principal fournisseur de pays de pétrole pour la France. Le mec touchait une royalties standard, je ne sais plus, de 4 dollars ou 3 dollars le baril. Ça n'avait jamais été réévalué depuis 50 ans. Pendant que le baril de pétrole valait 50 ou 60 dollars.
C'est ça la fortune de la France. L'économie, c'est jamais que de la transformation de l'énergie. Donc à partir du moment où on ne paye pas l'énergie, mais on va la voler chez le voisin, évidemment, il y a toute une création de richesse qui ne devrait pas exister, qui existe en France, et c'est conséquent. On parle vraiment de 20, 30, 40% peut-être du PIB de la France aujourd'hui qui est volé à l'Afrique. Donc actuellement, comme le président, qu'il ne faut pas dire du mal dessus parce qu'après on a des problèmes, comme il gère la France à sa manière, on va dire, il est en train de perdre, ou il a déjà perdu tout le soutien de l'Afrique qui s'est jeté dans les bras de Poutine et de la Russie et de la Chine. Donc aujourd'hui, la possibilité de voler l'Afrique a l'air ça a l'air de sentir le pâté. Donc si on enlève l'une des principales explications de la création de richesse française, plus le fait que c'est absolument pas géré au niveau budgétaire, la probabilité qu'à horizon 5 ou 7 ans, on ne soit pas à 4, mais on soit à 6% ou 7%, surtout qu'on va vers une vague d'inflation, que tout milite pour qu'il y ait une nouvelle vague d'inflation, tout est fait et orchestré pour qu'il y ait une nouvelle vague d'inflation, ce qui va pousser les taux d'intérêt encore plus haut, entre les problèmes souverains de gestion budgétaire de la France plus les problèmes inflationnistes. Eh ben oui, la France va toucher le mur, c'est pas un complot. Mais pour l'instant, on peut pas le dire. À 4%, il n'y a pas de risque qu'on touche le mur. Mais il faut suivre tout simplement ce que pense le grand capital sur la France le 20 ans et le 30 ans. Et c'est eux qui vont estimer si on prend le mur ou pas. Donc après, si vous avez des gens qui vous disent non, c'est pas vrai, c'est complot, c'est machin, mais c'est pas un débat. Ça va sauter ou ça va pas sauter. Après, les mecs dans l'obligataire font les projections. Voilà, laissons quelques années de plus et continuons à parler. Pour l'instant, ça va pas bien. Mais entre aller pas bien et sauter, il y a une marge. Donc, quand on projette de manière linéaire et qu'on s'aperçoit qu'on passe du stade ça va pas bien au stade, on a 7% de taux d'intérêt et ça saute. Après, on peut discuter sur les chiffres et sur la pente linéaire d'évaluation de la dégradation. Ça, on peut discuter. Il y a débat et personne peut dire j'ai raison ou t'as tort. Mais si on prend tous les différents scénarios, positifs ou négatifs, en fait, c'est qu'une question d'année après 2030 avant que la France tape. Voilà, c'est pas à débattre. Donc ensuite, ce que j'ai mis comme data, un graphique intéressant, c'est le spread entre la dette italienne et la dette française sur le 10 ans. Donc l'obligataire souverain à 10 ans. Il faut comprendre que l'Italie, c'est le grand malade de l'Europe depuis 3 plombes, depuis l'arrivée de l'euro. Donc pour la première fois, comme vous pouvez voir, la dette française, les investisseurs, le grand capital, demandent plus d'intérêt, puisqu'ils estiment que c'est plus risqué que la dette italienne, et c'est arrivé une seule fois au milieu des années 80, en fin des années 90, une seule fois, je crois que c'était pendant LTCM, le crash LTCM, quand il y a eu un crash, et que tout le monde a vendu en catastrophe, un truc comme ça, je crois que ça doit être ça l'explication. Mais en fait, c'est jamais arrivé depuis toujours. Donc la France va plus mal que l'Italie, ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les marchés obligataires qui jaugent le risque souverain de la France. Voilà. Donc après, pourquoi ça va mal? Donc moi j'avais fait l'email avec toutes les stats. Tout simplement parce qu'il y a 19 millions de retraités en France en 2030, en projection, 15 millions d'improductifs, c'est-à-dire les fonctionnaires, le parasocial, les machins, les trucs. Il y a les enfants. Vous avez également... Donc les enfants, en fait, j'avais volé dans un autre... Je vais aller le chercher dans un autre tweet. Donc voilà les stats. Donc en fait, j'ai été chercher le détail. Donc il y a 19 millions de retraités à l'horizon 2030, 6 millions de fonctionnaires, 1,5 million de travailleurs sociaux dans des assos subventionnés. Donc en fait, on les met pas fonctionnaires, on prend l'argent public, on le donne à des assos qui embauchent des mecs. C'est pas fonctionnaire, c'est différent. Voilà, donc il y a 15 millions de mineurs, il y a 2,5 millions de chômeurs, il y a 3 millions d'expats. Donc en fait, les chiffres de la France, c'est simple. Il y a 44 millions de mecs qui prennent, et il y a 22 millions de mecs qui travaillent et qui donnent des impôts pour payer les 44 millions. Donc on est dans un système 2 tiers, 1 tiers. Vous comprenez bien que ça peut pas... Le tout, en fait, on a 3 trillions 5, qui exigent je sais pas combien de centaines de millions d'intérêts, centaines de milliards d'intérêts par an. Donc vous comprenez bien que l'asphyxie est garantie. C'était l'idée en fait du pourquoi en fait quelque part la France maintenant peut être considérée comme le plus grand malade en Europe et va dévaler la pente. Alors je pense pas qu'on va arriver à un niveau de débilité comme l'Argentine avec un sauveur complètement fictif.
En fait, on est dans du show business désormais, dans l'actualité internationale. Si on prend depuis le Covid, l'Ukraine, la Russie, Israël, l'Iran, tout le merdier, c'est du show en fait. Voilà. Maintenant, il y a un moment, je pense que tout ça, ce show-là, il est fait pour aveugler. Il y a un moment, qu'est-ce qui se passe quand on tape le mur définitivement? Ben, on tape le mur en faisant de l'hyperinflation et donc tout le monde perd tout son argent, tout son pouvoir d'achat. On perd pas nominalement, on perd euh, dans la valeur réelle. C'est-à-dire que la capacité de l'argent à acheter des biens et des services diminue très fortement jusqu'à ce que... Alors, il y a un truc qui est pervers dans tout ça, je me suis aperçu, c'est qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui, je l'ai mis dans Université Investisseur. Alors comment fonctionne le système économique occidental? Alors c'est plus facile d'utiliser les sources américaines parce que ils sont beaucoup plus transparents. Sur l'analyse qualitative de la réalité via tout un tas de stats qui sont richissimes. Ça permet de mieux comprendre les mécanismes. Et puis après, avec des recherches succinctes, imparfaites, on peut comprendre qu'à quelques variations, c'est la même chose dans tout l'Occident. Donc ça, en fait, depuis 1960, c'est la fortune personnelle des ménages américains répartie au top 1%, le top 10%, les 50 à 90%, et puis la dernière moitié basse des fortunes, en fait. Donc, on s'aperçoit que à partir du moment où la Fed commence à partir de 1990, la masse monétaire américaine a doublé par rapport à la progression du PIB. Ça s'est calmé depuis le Covid, mais il est vrai que depuis 23 ans environ, la Fed a injecté plus d'argent dans le circuit que la croissance économique des États-Unis. Et comme on peut voir, tout simplement les gens qui possédaient de l'immobilier ou des actions en ont le plus profité, et tous ceux qui n'étaient pas là-dedans sont restés sur le carreau. Donc le top 1%, évidemment, avec les milliardaires et la création de valeur mondiale, parce que les top 1% américains a bénéficié. Il faut savoir que la masse monétaire américaine est la mieux gérée au monde par rapport à la taille du PIB. Si on prend la Chine, l'Europe, tous les pays, même Singapour, Suisse, tout ça, Japon, les masses monétaires sont défoncées par rapport au PIB. Beaucoup plus. Donc les milliardaires américains ont bénéficié de la croissance mondiale de la masse monétaire pour s'enrichir massivement, sans aucun rapport avec l'économie normale. Donc ensuite, on a le top 10%. Alors ils ont 15 millions de fortune perso moyenne, le top 1% américain. Ensuite, on a le top 10% qui a 3 millions, qui a bien bénéficié, parce que généralement, ils ont profité de l'envolée de l'immobilier, puis ils ont fait un peu d'actions, ils sont bien. Et puis tous les autres, ils ont rien. Grosso modo, ils sont stables, ils n'ont rien progressé. Donc aujourd'hui, en valeur relative, ils en chient à mort. C'est ça l'histoire. Donc pourquoi je vous expliquais que c'était pervers mes vidéos et cette idée que la dette souveraine va sauter? Tout simplement parce que 90 ou 95% de la population en Occident n'a rien. Donc ils en ont rien à foutre, ils se disent si ça saute, je suis pas concerné parce que j'ai déjà rien, donc peut-être ça sera mieux dans le nouveau système que dans ce système de merde où j'arrive pas, je suis incompétent, je suis non productif et j'arrive pas à m'en sortir. Donc quelque part ça suscite de l'espoir de raconter que la France va taper le mur en premier en Europe avec le Japon. Pour eux c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Et ils ont raison, quelque part ils ont raison, ils ont rien à perdre. Donc ils sont esclaves actuellement, ils seront esclaves demain. Qu'est-ce que ça change? Rien à foutre. Par contre, ça leur procure de la joie, parce qu'ils sont jaloux, ça leur procure donc de la joie de savoir que les mecs qui ont vont tout perdre. Donc qui va perdre quand la France va taper le mur et va devoir trouver une solution, mais ça sera probablement à base de, comme à chaque fois, d'augmentation très forte de l'inflation et de dévaluation donc du pouvoir d'achat de la monnaie. C'est la bourgeoisie. Alors est-ce que c'est nouveau? Non, ça arrive deux fois par siècle depuis 1000 ou 2000 ans. On n'a pas les datas avant 1200. On a la première data date de la Banque d'Angleterre. Donc avant, on a une histoire un petit peu olé olé, donc on ne sait pas bien. On sait juste qu'à travers les émissions de pièces de monnaie et les messages qui étaient collés sur les pièces de monnaie, on sait que ça existe. Ce problème dont je suis en train de parler depuis l'Égypte ancienne, donc c'est pas quelque chose de nouveau, ça a 5000 ans.
Mais qui va perdre? Bah, comme à chaque fois, la bourgeoisie. Donc, si vous êtes en train de me regarder et que vous avez rien, bah, vous avez rien à foutre. Par contre, si vous avez quelque chose, bien évidemment, vous allez tout perdre. Ou la moitié, ou les trois quarts. Au Venezuela, ils ont tout perdu. En Argentine, ils ont tout perdu. Au Liban, ils ont tout perdu. Zimbabwe, ils ont tout perdu. Voilà, et toutes les expériences d'épisodes d'hyperinflation pour compenser les dettes souveraines, ça se termine très mal ou carrément le carnage. Mais ça, il n'y a jamais de un petit peu ou moyen ou machin. Ça pique très fort. Et ça se termine particulièrement mal pour tous ceux qui détiennent des actifs euh, et qui font donc partie du. Je pense que les stats pour la France c'est différent parce que le système économique est un peu différent. Il n'y a pas tant d'écart que ça. Il y en a, mais pas autant. Je pense pas que le top 10% français pèse 3 millions de dollars de patrimoine. On sait que 80-90% de la fortune des Français, elle n'est pas en bourse, mais immobilière. L'immobilier, c'est une cotation, c'est du vent en fait, ça représente sur rien. Donc toute la richesse française actuellement repose sur du vent. Donc quoi faire quand on a de la richesse? Puisque quand on est pauvre et en affaires, on s'en fout. Mais quand on a de la richesse en France, il faut tout simplement transformer les actifs qui ne peuvent pas être bougés en actifs qui peuvent être bougés. Et surtout avec des prix mondiaux et non pas des prix locaux. Donc typiquement l'immobilier est un prix local qui ne peut pas être bougé, donc le b.a.-ba par rapport au fait que ça va taper le mur, le b.a.-ba ça consiste à vendre son immobilier et sortir et laisser les croyants et les incompétents taper le mur et se faire vider de leur valeur. Donc beaucoup de gens, à tort parce qu'ils n'ont pas consulté les statistiques et les notaires à Paris ont des statistiques depuis 1840 sur les prix immobiliers français, et il y a l'INSEE après qui a pris le relais. Donc il est tout à fait possible d'étudier l'histoire du prix immobilier par rapport à l'inflation sur une longue période en France, et vous verrez par exemple dans les années 70, les prix immobiliers se sont sérieusement pété la gueule, et depuis 1840, il y a eu énormément de dévaluation des prix d'immobilier au gré des périodes d'inflation et de croissance économique en France ou des problèmes de dette souveraine. Donc il est tout à fait possible de vérifier au lieu d'interpréter et raconter les conneries des journaleux qui sont corrompus pour. Je rappelle que j'étais journaliste, que j'ai fait me faire virer au bout de 4 mois parce que j'avais commencé à parler de ce genre de sujet. Je suis fait convoquer dans le bureau du directeur de la rédaction de La Vie financière qui m'expliquait c'est quoi ça. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit c'est quoi ça. Il me dit mais tu veux quoi? Tu veux la faillite du journal? Et maintenant, tu retournes et tu vas écrire un papier. Il m'a pris le journal, il l'a ouvert, il m'a dit regarde là, c'est qui cet annonceur? Regarde là, c'est qui cet annonceur? Regarde là, c'est qui cet annonceur? Donc il m'a fait la liste de tous les annonceurs et il m'a dit ton article, est-ce que tu penses que ça va donner envie aux annonceurs de nous filer nos thunes pour payer nos salaires? Donc maintenant, tu vas retourner à ton bureau, tu vas écrire un papier plus sympathique ou alors tu dégages. Voilà, c'était ça qui m'était dit et c'est pas comme ça dans toute la presse. Et ça fait depuis 50 ans. Donc soit vous vous reposez derrière des enculés corrompus qui ont besoin de nourrir leur famille la plupart du temps et qui racontent n'importe quoi. C'est absolument pas. Soit vous faites les vérifications vous-même et vous allez voir qu'en faisant les vérifications vous-même, vous trouverez des chiffres qui n'ont absolument rien à voir avec la propagande nationale sur l'immobilier, que ça se passe bien, que la défense, l'immobilier est un produit défensif en période d'inflation. Mes couilles, je vous garantis mes couilles, et ce dans tous les pays. Vous pouvez prendre tous les pays occidentaux que vous voulez, même l'Australie, ça marche. L'immobilier se pète la gueule en valeur réelle quand il y a des problèmes d'inflation et de dette souveraine. Donc, une fois que vous faites cette vérification et que vous dites, bon, je vais peut-être sortir un petit peu avant que ça tape le mur, qu'est-ce qui se passe quand on part en hyperinflation? Donc, on l'a vu, le mieux, c'est quand même d'aller chercher des pays qui vont pas partir en couille. Donc, d'aller chercher des pays où la dette souveraine est plus calme, ce qui fait que le marché des changes va les privilégier quand ça va partir en couille à partir de 2030 ou 2032 en Europe et particulièrement en France. C'est l'idée d'internationaliser son capital. Ensuite, parce que vous pouvez le faire maintenant, parce que c'est pas sûr que demain on pourra le faire. Ensuite, des produits d'investissement qui permettent de bouger, je suis désolé, mais l'or, à moins d'acheter de l'or et de monter sur un voilier, vous cassez. Et encore, en espérant que quand vous arrivez dans le port d'un autre pays, on va pas faire une inspection et le trouver, parce que ça pourra poser un problème. Certains bateaux sont visités systématiquement dans les marinas quand ils arrivent. Quand on arrive dans les marinas, on est obligé de s'enregistrer en tant qu'étranger, avec un permis de séjour, et donc par moment les bateaux sont visités en fonction des destinations que vous choisissez, avec des chiens et tout le merdier. Donc il faut prier d'avoir une bonne planque de votre or dans votre bateau, dans le cas contraire il peut être saisi. Donc impossible de monter dans un avion. Donc et pour quitter, parce que l'Europe, ça sera le bordel avec l'euro, donc
pour moi, l'or, c'est difficilement exploitable quand il y a un problème de dette souveraine. Je vous rappelle juste que ce problème de dette souveraine, il était effacé des livres d'histoire. L'Europe, vous savez que dans les années 30, 1930, donc il y a eu 10 ans de dépression. À travers le monde, je ne sais plus, il y a 9000 ou 10 000 banques qui ont fait faillite, donc des centaines de millions de gens ont perdu leur économie, se sont retrouvés ruinés. Et donc la spéculation de 1929 ou le capitalisme, blablabla, ont été accusés d'être les responsables de cette malédiction et de cette création de pauvreté et de malheur populaire. La vérité crue, c'est que la France, l'Angleterre, les États-Unis ont fait défaut sur leur dette souveraine en 1932, que cette information la plupart du temps est retirée des livres d'histoire, parce que ça fait désordre, qu'ensuite ils ont saisi l'or physique, et ensuite ils ont craché l'économie en dépression via l'explosion des banques qui ont tout perdu à cause du défaut de la dette souveraine. C'est ça la réalité. C'est pas la fiction qu'on raconte dans les livres d'histoire. Si vous faites vos recherches, vous verrez que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc ce sont les États qui ont coulé l'argent des ménages occidentaux dans tous les pays occidentaux. En plus de leur voler leur or, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par dévaluer l'or de manière artificielle de 50%, et ensuite ils l'ont littéralement saisi. Voilà. Et empêché les transactions derrière. C'est ça la réalité. Donc certains, si vous êtes pauvre et que vous ricanez, ben ouais, ricanez, vous avez raison, encore une fois. Si vous avez du pognon, vous êtes entre guillemets bourgeois, vous faites partie du top 10% des gens qui ont des nantis, que ce soit héritage ou que vous avez gagné à la sueur de votre front. Il y a des questions qu'il faut se poser maintenant, parce que dans 5 ans, ce sera trop tard. En plus, il est fort probable qu'ils rétablissent le contrôle d'échange, donc on ne pourra plus envoyer son capital. Déjà que c'est compliqué aujourd'hui, tout le monde le sait, que sortir de l'argent, les va-et-vient, ils ont fliqué les banques, et les va-et-vient de capitaux entre la France et l'étranger sont tendus. C'est possible, mais par moment, il faut s'armer de patience. Par moment, il faut prendre plusieurs semaines pour justifier. Mais il est encore possible, en insistant bien, de pouvoir virer son argent à l'étranger. C'est encore possible. Ça demande juste de la patience, des énergies, de l'effort et du calme. Mais on voit bien qu'il y a des frictions déjà. Mais dans 5 ans, quand ça va être le bordel, quand la compta nationale va s'emballer, il est quasi sûr qu'ils vont commencer par bloquer l'échange et les sorties de capitaux et les contrôler intégralement. Donc, pour moi, à partir du moment où c'est la merde, à partir du moment où vous ne sortez pas votre argent tout de suite pour aller le coller dans un autre pays, une autre devise, plus stable, et que vous laissez enfermer, et que vous réussissiez néanmoins à sortir votre immobilier, pour moi, le seul support, et je suis en train de discuter, c'est les pierres précieuses. Il y a 2 hommes 2.0 qui sont à Bangkok, qui sont dedans. C'est-à-dire, il y en a 4. Il y en a une qui est standardisée, c'est le diamant. Il y en a 3 qui sont pas standardisées, c'est le bordel. Elles sont beaucoup plus attractives, de mon point de vue, c'est-à-dire les émeraudes, les saphirs et les rubis. Mais elles sont extrêmement dangereuses. La probabilité de se faire baiser est très élevée. Le diamant est beaucoup moins séduisant, mais il est complètement standardisé. La probabilité de se faire baiser est quasi zéro à partir du moment où il y a des garde-fous. Mais c'est pour moi, parce que là, vous pouvez sortir ça dans un bateau. Je pense, nous avons l'expérience de clients qui ont mis ça dans des centaines de milliers d'euros dans une valise. Là, aujourd'hui, par Air France, ça n'a posé aucun problème. Donc aujourd'hui, je peux affirmer, parce que des dizaines et des dizaines de personnes ont entendu ce message et l'ont testé, ont vendu leur immobilier ou leur or physique qu'ils ne pouvaient pas déplacer à l'étranger contre du diamant pour le déplacer, sans laisser de traces. Donc j'ai au moins 50 témoignages qui montrent que ces transactions, pour l'instant, sont possibles. En plus, la France permet en dessous de 5000 euros. Il y a une loi sur les objets précieux qui s'applique non pas aux diamants mais à tous les objets précieux, qui dit grosso modo que sous 5000 euros, il n'y a aucune obligation, ni fiscale, ni déclarative, contrairement à l'or. Donc pour moi, en fait, le futur, ça va être de savoir quand arbitrer entre les actifs immobilisés, surcotés, ça c'est certain, et le rapprochement de la France vis-à-vis des grosses emmerdes et du risque inflationniste et de devises. Pour moi, en tant qu'épargnant franco-français à l'intérieur du pays, c'est ça l'enjeu en fait. C'est ça l'enjeu primaire à évaluer, c'est ça les questions. Mais de là à dire que tout ça, ça fait peur et que ça n'existe pas pour l'instant encore et qu'ils vont trouver des solutions et se rassurer, parce que c'est ça qui... En fait, actuellement, ce que j'entends, c'est que les pauvres, on leur en a foutre, ils ont raison,
Et les bourgeois se disent « Oh, faut pas trop s'inquiéter non plus, faut pas se prendre la tête. Comme à chaque fois, on va trouver des solutions, la banque centrale va intervenir. » Ça s'appelle... Alors ça, pour cela, pour les soigner, je vous invite à lire un livre qui est fantastique sur le sujet, ça s'appelle Le signe noir de Nicolas Taleb, qui explique parfaitement que toute l'économie mondiale repose sur le signe noir et non pas sur la dernière phrase que bah, on trouvera bien une solution et ça va continuer de manière linéaire dans le futur comme ça continue depuis 50 ans dans le passé. L'économie ne fonctionne jamais comme ça, l'économie est cyclique et l'économie monte et descend, mais l'économie ne fonctionne jamais de manière linéaire définitivement. Donc il a théorisé ça avec son signe noir qui est un concept fondamental pour comprendre le monde dans lequel on est. Quand on a de l'argent, c'est crucial de lire ce livre et donc il est assez agressif dedans. Je pense qu'il est particulièrement énervé par la bêtise des humains. Et donc le livre est un peu agressif, mais c'est justifié, c'est très 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 important le message qu'il délivre. Moi de mon point de vue, Bretton Woods date de 1971, là ici sur ce graphique. Ah ben, on voit mieux, j'aurais mieux fait de grossir depuis tout à l'heure. Et en fait, à partir de 1990, ça s'est vraiment lâché au niveau de la gestion monétaire mondiale. Donc aujourd'hui on est en 2025 et voilà, 2030 c'est ici. Et pour moi, 2030-2032 c'est game over. Donc en fait, avant 1971, donc je rappelle c'est Bretton Woods 2, donc Bretton Woods 1 fut mis en place suite au défaut de la dette souveraine de l'Occident. Donc ça avait duré 35 ans. Donc là, ce système-là dure depuis 55 ans. Je pense qu'il va aller taper les 60 ans. Donc il a mieux fonctionné que le système fermé basé sur l'or, la convertibilité du dollar sur l'or. Il a mieux résisté. Et ce deuxième système, mais il va prendre fin. On est au bord de la fin. Alors le danger de la fin d'un système monétaire, c'est que les autorités politiques, pour justifier ça, généralement entrent en période de guerre. Si on regarde la fin des empires, depuis 200-300 ans, on s'aperçoit que les prémices, à chaque fois en amont, il y a eu des guerres, et quand les gens ne pouvaient plus de la guerre, des enculés sont arrivés, on dit bon bah ok, on va changer le système parce que le précédent ne marche pas, et là ils instaurent la plupart du temps des systèmes socialo-communistes, rarement des systèmes capitalistes pour relancer la machine. Donc comme il y a eu après la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt rare. La fin des empires royalistes a vu une mise en place de trucs... Enfin, à la fin, c'est toujours la même histoire. On a toujours des élites qui pompent le peuple. En fait, on n'a que deux alternatives. Quand on étudie l'histoire, on a soit une élite qui rentre en mode communiste et qui tombe tout le monde à part l'armée, puisque leur pouvoir repose sur l'armée. Donc on se retrouve avec une espèce de junte militaire pseudo-politisée, et puis quelques industriels avec des contrats voilà, qui farfouillent pour fournir le régime, en fait. Ou alors on a le droit à une pseudo-démocratie, avec une élite qui sous-traite la tâche de fouetter les esclaves à des bourgeois, et puis toujours pareil, 90 ou 95% de mecs qui n'ont rien, et qui sont juste bons à faire tourner la machine. C'est à peu près ça l'histoire de l'humanité depuis des milliers d'années, donc il ne faut pas se leurrer. C'est pour ça que je suis un peu méprisant avec ceux qui votent, parce qu'il faut être un teubé pour voter, insérer un bulletin de vote. On peut éventuellement avoir un coup de cœur avec des pervers, en mode Sarkozy, Millet en Argentine ou Trump. On peut éventuellement avoir un coup de cœur, mais pour les autres qui sont pas séduisants, c'est une aberration que d'aller voter, parce que le système n'a pas changé depuis 5000 ans, et le dernier truc à faire, c'est voter, ou alors s'inscrire à l'armée pour défendre son pseudo-pays qui n'existe pas, et qui est en fait un mode de gestion mondialisé, qui est cartographié, et qui suit toujours le même pattern. Donc le danger de la fin du système monétaire, c'est que la plupart du temps, il y a besoin d'une guerre pour le faire sauter. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas une guerre extérieure pour le faire sauter, ce qui se passe, c'est qu'il y a une guerre intérieure, une guerre civile, et là, les élites passent un sale quart d'heure et il y a de la casse. Donc, la plupart du temps, les élites créent des guerres extérieures artificielles pour maquiller et canaliser la colère du peuple qui comprend rien. Et au final, c'est toujours le même qui gagne. Donc, c'est ça l'histoire monétaire et des devises. Et c'est pour ça que le mec malin, aujourd'hui, il part à l'international, aujourd'hui, il utilise les pierres précieuses, hein, il utilise les fermes, l'off-the-grid, il utilise tout un tas d'outils pour se prémunir. Surtout, il va se planquer à l'écart des grandes villes, parce qu'il est clair qu'avec l'intelligence artificielle et les robots, les grandes villes vont être le théâtre
de nouveaux contrôles sociaux, il se dit qu'on va remplacer le système monétaire actuel, donc Bretton Woods 2, par un système non monétarisé, donc des échanges qui seront non monétarisés, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'argent au milieu des échanges, mais il y aura un crédit social, donc on aura un rating, et en fonction de notre rating, on aura le droit de recevoir des choses produites par ceux qui ont un mauvais crédit social, qui seront obligés de les produire. Il semblerait que Davos et toutes les enculés du WEF soient en train de réfléchir sur un système monétaire de cette nature. Bref, le futur est pas très joli, donc les villes vont devenir des expériences de jeux vidéo grandeur nature. Donc, on me demande souvent quoi faire. Le premier truc, c'est d'habiter à 100 km de la première ville, quoi. 50 ou 100 km. D'être très très loin. Mais même des villes de... Qu'est-ce que c'est qu'une ville aujourd'hui? Une ville de 50 000 habitants, déjà il faut fuir, quoi. 50 ou 100 km d'une ville de 50 000 habitants. 100 km, la première ville de 20-30 000 habitants. Ça c'est déjà la base, d'aller se réfugier. Loin du bordel. Ensuite, encore une fois, l'inflation, la dépendance des États, c'est avant tout de la bouffe et des services médicaux. Donc il faut mener une réflexion là-dessus aussi. Bref, tout ça pour dire, arrêtez de voter, vous embarquez pas dans l'armée. N'utilisez pas votre monnaie nationale, spécialement en France. N'utilisez pas les impôts, ne votez pas en France. N'utilisez pas le système bancaire français. Avec le Japon, si on écoute les marchés obligataires, c'est là que c'est le pire au monde, dans l'univers des économies développées. C'est le pire au monde. C'est pas un complot, c'est une réalité. C'est le grand capital mondial qui qualifie ça. Donc protégez-vous, un minimum, por favor. Alors pour finir, j'ai mis une petite vidéo sur le Twitter, Telegram. C'est con, hein, mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ça paraît grossier, mais avec l'inflation, les impôts et la devise, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en France. Je vous la mets. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a... Voilà, les premiers qui sont sûrs, les mecs qui discutent, qui réfléchissent, qui machin, au final, ils craquent tous, ils vont tous voter, payer leurs impôts, et hop, dans ton cul, et là, hop, et je ramasse ton pognon, et bye bye. Voilà, point. Je pense que tout est dit avec cette vidéo.